Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais régler un petit peu ça. Ça fait un petit peu bizarre d'être pratiquement le dernier des Mohicans, hein. C'est-à-dire que ça fait quoi, 2 heures que je marche et j'ai pratiquement rencontré une personne, quoi. Et une personne maintenant à l'instant, hein. Je viens de voir une personne, mais j'allais vous dire que sur 2 heures de marche, voilà, on se croirait dans une ville américaine où, comment dire, bah oui, avec des voitures. C'est quand même dingue, hein, une voiture, faire 300 mètres aller chercher le môme, une voiture, pour aller au supermarché, acheter un tas de merde, il faut une voiture. Là, vous risquez de me voir me baisser de temps en temps parce que c'est vraiment un peu de la bouillasse ici, hein. Je vous montre un petit peu, voilà. Parce que ça fait toute la journée qu'il pleut, là il recommence à pleuvoir un petit peu. J'espère que je vais avoir le temps et qu'il n'y aura pas de gouttelettes qui vont tomber. Ah ouais, là c'est carrément du marécage, là. Waouh, bon, j'ai pris les bonnes chaussures. Voilà, donc le dernier des Mohicans, bah, j'ai l'habitude, hein. Quand j'étais tout seul dans mon coin à être végétarien, j'étais déjà le dernier des Mohicans, quoi. J'ai complètement isolé, quoi. Et c'est grâce à Internet que j'ai vu qu'il y avait des tas de gens qui étaient végétariens, végans, végétaliens, flexitariens. Et puis c'est très bien de sentir qu'on n'est pas seul dans un combat écologique. Encore une fois, même si la société en a rien à foutre, et bien que je sois des rares qui arrivent depuis une trentaine d'années à faire pratiquement 10%, même pas des déchets de ce que font les autres concitoyens, qu'on me demande de payer la même chose. Ouais, ça c'est... Il y en a qui n'aiment pas que je fasse mon Calimero, mais je suis désolé mon grand. Je fais pas mon Calimero, je dis simplement, ça fait 30 ans que je fais des efforts, même plus que 30 ans, quoi. J'ai retrouvé des photos de moi partant à une croisade anti-chasse au ré, quoi, c'est-à-dire chasser avec des filets. Et c'était en 71, donc vous voyez, ça fait bien plus que 30 ans que je me bats pour l'écologie, les animaux, le respect, etc. Mais bon, je suis quelqu'un qui est congruent, vous voyez. C'est-à-dire que j'aime les animaux, bon, je mange pas de viande, je m'estime être écologique. Et j'essaye au maximum de jamais faire de déchets, quoi. J'ai même pas de voiture, je prends même pas de chauffage. Mais c'est aussi pour pas balancer des gaz dans la nature aussi, hein. C'est quand vous êtes adolescent et puis que tête de mule, tête de bois, ben voilà, quoi, vous allez au bout de vos idées, personne ne peut vous en empêcher. Et puis je fais tout ce que je peux pour pouvoir continuer. Mais bon, on vous demande quand même de payer. Bientôt on me demandera de payer la télé parce que j'ai une caméra, quoi. Parce que j'ai un écran chez moi, hop, il faudra payer la télé. Voilà, donc bah, j'ai bien repris de ma crève là, je vais recommencer déjà à bien courir. Et voilà, donc j'ai le thème de ma vidéoconférence, si je puis dire. C'est simplement dire que j'en avais marre des menteurs, marre des contre-vérités, comment on peut dire. C'est pas nouveau, hein. Regardez ce beau tas de bois là, ça c'est plein de saloperies, c'est plein de bestioles là, ça. Vous prenez ça, vous mettez ça dans votre jardin, vous faites une butte avec ça, c'est plein de vers, c'est plein de vie, c'est plein de micro-organismes, regardez ça. C'est super. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est quand je regarde par exemple une interview, j'ai vu une interview d'un CRS comme ça, qui a été fait par un chanteur de heavy metal, je crois. Et le gars disait le LBD 40 qu'on a, c'est 3 fois plus rapide, 3 fois plus puissant qu'un flashball. Avec une visée holographique, précis, enfin ça va jusqu'à plus de 50 mètres et précis à 30 mètres. Mais c'est moins létal que le flashball. Bah, moi, une balle qui va 3 fois plus vite et qui est super précise avec un viseur d'armes de guerre et qui est tiré à 10 mètres, parce qu'en gros c'est ça que je vois, ils sont surtout tirés à 10-15 mètres alors que c'est déjà ultra précis à 30 mètres. Faut pas dire que c'est pas létal, il y en a un qui a fait un arrêt cardiaque là.
Donc, quand on dit que oui, il y a des morts, mais c'est simplement des morts par accident, non, non, il y a des morts tirés, voilà, des estropiés et des morts tirés par les LBD. Et puis, si le gouvernement avait écouté dès les premières manifestations, même la première manifestation, il n'y aurait pas eu tous ces blessés, il n'y aurait pas eu ces 3000 ou 4000 blessés, et il n'y aurait pas eu des mains arrachées, une quinzaine d'yeux crevés, quoi. Si les gouvernements avaient écouté. Donc il ne faut pas dire c'est la faute aux manifestants. Si tant que le gouvernement n'écoutera pas, il y aura des manifestants. Alors il y a beaucoup de manifestants qui disent ouais, on est la prolongation du combat de Coluche pour les pauvres, etc. Sauf que Coluche, il disait, je cherche mon papier mais je pense que je connais de mémoire, il disait j'ai su que c'était pas le grand soir, en parlant de mai 68, le grand soir, c'est-à-dire la grande révolution, le grand changement, etc. Quand j'ai vu les gens qui rentraient chez eux le dimanche, donc qui ne manifestaient pas le dimanche, je vous imaginez ce qu'ils diraient maintenant en voyant des gens qui ne viennent que le samedi, dimanche manifester, c'est-à-dire des gens qui travaillent normalement et que les jours où ils ne travaillent pas, eh bien ils manifestent. Le système il est content, l'argent tombe, il n'y a pas de problème, ça rentre dans les banques, où est le problème? Ça ne lui change pas grand-chose. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, donc, ah oui, puis alors, cette personne qui était, on va dire, interviewée, en fin de compte, et quand elle parle des manifestants, oui, alors les manifestants, c'est des marcheurs, hein, ils manifestent, oui, leur mécontentement, donc c'est des manifestants, je pense qu'on peut dire simplement ce sont des manifestants. Je regarde des petits coins comme ça, c'est super beau, regardez. Si les stagiaires qui veulent venir, même en avril, là je vais faire un stage en avril, là, ils auront des petits coins pour pouvoir dormir, voilà, en loose day, tranquille. Voilà, faut pas qu'ils emmènent de gilets jaunes, quoi, c'est tout. Donc je vais rester au soleil parce que là ça devient n'importe quoi l'image. Oui, donc la personne, après que le gouvernement a appelé les manifestants le chemin en bas est bloqué par la flotte. Mais après avoir dit que les manifestants étaient des fascistes, des ultra-droites. Hein. L'ultra-droite, c'est un truc qui a été, je crois, inventé uniquement pour ça, quoi. Ultra-droite, fasciste, raciste, antisémite, évidemment. Évidemment, le gilet jaune ne peut être que antisémite, il est contre le système banquier. Voyez les raccourcis qu'on fait, hein, quand on dit que quelqu'un est antisémite, il faut arriver à justifier. Comment justifier que les gilets jaunes soient antisémites? Qui dit qu'ils sont antisémites? Qui a peur, en fin de compte, qui a peur, qui fait une gilet jaunophobie? Qui est-ce qui fait de la gilet jaunophobie, si ce n'est les gens qui ont peur de pas qu'on leur mette pas assez d'argent dans leur coffre? Mais je vois pas pourquoi, je veux dire, ça change rien, hein. Je fais très attention où je marche. La mort en direct dans les marais salants, ce serait pas mal, ça. Pas des marais, ils sont pas salants. Voilà. Donc lui, il avait trouvé un mot, c'était émeutier. Vous voyez, c'est un petit peu comme j'avais dit tout de suite dans mes premières vidéos, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, et quand on veut que des soldats se mettent à tuer des autres soldats, c'est-à-dire des êtres humains se mettent à tuer d'autres êtres humains, eh bien, on leur trouve un petit nom, hein, comme j'avais dit, Charlie pour les ou Viet Cong, hein, donc pour les Vietnamiens, Felaga, Bougnoul, tout ce que l'on veut pour les Algériens pendant la guerre d'Algérie, les jaunes, les rouges pour les communistes, les Boches pour les Allemands. Hein. D'après ce que j'ai compris, Boche était un mot que les Allemands utilisaient contre les Français parce qu'ils couraient quand ils se cachaient. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez dit qu'en France on avait une mitrailleuse pour 5 hommes et que les Allemands ils avaient 2 mitrailleuses pour 5 hommes et les mitrailleuses elles tiraient
5 ou 6 fois plus de balles à la minute, donc quelque part, effectivement, le premier qui tire, il a gagné. Hein. Le premier qui a couché la colonne, il a gagné parce que les autres, ils lèvent plus la tête. Hein. Voilà. J'espère que cette petite balade vous plaît, hein, parce que moi je trouve magnifique tous ces paysages de verdure, regardez ça. Et si je me tourne, là, vous avez un lac artificiel, vous voyez, qui a été fait par les inondations. Ah, c'est super, moi j'adore. Tous ceux qui sont enfermés comme moi la journée dans leur HLM, ben voilà, c'est dommage qu'ils ne puissent pas venir faire une petite promenade comme ça. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, nous on fait des paiements 3-4 fois hein, pour les stages, hein, donc n'hésitez pas. J'en profite pour le dire parce que sinon j'oublie à chaque fois et ça crée des confusions. Les gens me disent non, je ne peux pas venir, j'ai pas de sous. Il y a toujours moyen de moyenner, quoi. On n'est pas des FDP, quoi. Alors. Voilà, ben lui, il avait trouvé qu'en fin de compte, les manifestants, c'était des émeutiers. Il y a des gens qui font des émeutes. C'est chaud quand même, hein. Une émeute, c'est quelqu'un qui va mettre c'est un mouvement de foule où on casse tout, où on s'attaque aux bourgeois. L'émeute est forcément anti-bourgeois, quoi. Et ceux qui protègent les bourgeois, ben voilà, quoi, il n'y a pas que les bourgeois qui payent des impôts pour le salaire des policiers hein, et des CRS. Hein. Voilà, donc il avait utilisé sans arrêt, au moins 100 fois, le mot émeutier. Ça m'a un petit peu rendu perplexe. Pourquoi sans arrêt, pas une seule fois le mot gilet jaune ou autre, hein, vraiment le mot émeutier. Quoi. Très technique, très froid dans son discours, avec toujours le principe que le LBD 40 n'est pas du tout une arme létale. Alors on m'a dit que c'est pas les bonnes munitions qu'ils mettent dedans, mais ouais, quoi qu'il en arrive, quoi. Je veux dire, quoi qu'il arrive, les munitions, si elles rentrent dedans, c'est que c'est les bonnes. Hein. Je veux dire, vous mettez une balle de 7 mm dans un 22 Loriff, ça rentrera pas. Hein. Et si vous mettez une 22 Loriff dans un 7 mm, ça fera pas grand chose. Hein. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons aussi. Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous dire, et puis vous faire surtout profiter de ces paysages magnifiques. Regardez ça, comme c'est beau, comme c'est calme et tout. Je vais vous emmener au bord de l'eau là. Regardez ça. Quand la Charente déborde, la Charente est un fleuve, quand elle déborde, eh ben, évidemment, il y a une partie de la prairie qui est inondée, mais ça donne ça, quoi. Ça donne des micro-lacs en fin de compte. Alors c'est très très marécageux bien sûr. Ah, j'ai une tonne de boue collée. C'est de la tourbe. Hein. Ah, vous savez, la tourbe, vous la faites sécher et ça vous fait un combustible. Ah, je regarde une construction que je connaissais pas, que je vais découvrir. On dirait un sas. Ou c'est peut-être une porte qui va vers une zone protégée. Je découvre. Bon, ben, je vais pas trop non plus m'apesantir sur la loi anti-casseurs, par exemple. Ah non, c'est tout simplement en cas d'inondation, vous avez des marches et ça vous mène à une porte et jusqu'à un petit pont. Je savais pas du tout. Vous voyez. Grâce à vous, je découvre ma ville. Tout le côté que je peux pas découvrir quand je suis en couple, hein, puisqu'on se promène en voiture ou on va faire des courses. Voilà, et regardez ça, c'est une petite porte qui mène sur une espèce de rivière qui, elle, est toujours là, quoi. Voilà, bah, j'irai pas plus loin, c'est cadenassé. C'est-à-dire que c'est une porte qui, normalement, doit être ouverte en cas d'inondation. Il y a des inondations, mais c'est cadenassé. Je ne cherche même plus à comprendre. Je ne vais pas parler non plus de la loi anti-casseurs. Hein. La loi anti-casseurs, ça fait un moment que je vous en ai parlé. Hein. C'est un pas vers la loi martiale. Hein. C'est-à-dire, bien sûr, entre-temps, il y aura certainement des lois qui vont être votées encore la nuit, comme ça, discrètement, en loose day, avec 99% de gens, la République en marche. Et pour
arriver à aboutir à la loi martiale. Et il y aura quoi? Il y aura peut-être, on ne sait jamais, on fait venir 135 djihadistes en France. Alors certains me disent que ce sont des Français. Bon, après quand je regarde les discours radicaux qu'ils ont, ils appellent ça le pays des kafirs, des kofirs, je sais pas trop quoi là, le pays des infidèles en parlant de la France. Est-ce qu'il faut laisser ces gens là-bas ou est-ce qu'il faut les rapatrier? Je connais très peu de gens qui disent allez, c'est des mecs qui ont tué, coupé des têtes, qui ont appris à faire des bombes avec 3 bouts de lessive, un peu de gras, et 2 balles de ping-pong. Je vous donne un peu de dissolvant, je ne voulais pas vous donner les recettes. Hein. et ces gens-là, il faut les ramener en France, quoi. Et en pleine crise des gilets jaunes, quoi. Donc, est-ce que le Castagneur cherche des tueurs à gages? Est-ce qu'il y a eu une promesse de pardon, d'amnistie si il faisait quelques, comment dirais-je, quelques attentats, je sais pas. Mais si on parle de retour des djihadistes, c'est bien qu'ils y sont allés, donc il y a eu un aller qui a été organisé, et maintenant on veut organiser un retour. Que l'on m'explique. Qui a envoyé là-bas des djihadistes français? Les mauvaises langues diront que c'est BHL. Entre Bernard, on va pas se taper sur les doigts quand même. Voilà, donc je suis un peu interpellé par tout ça. Je sais plus dans quel pays on est. Hein. J'ai des amis hein, qui quittent le pays, carrément, ils font tout pour se barrer. Ils vendent leur maison, ils vont dans des pays comme Cambodge, Thaïlande, voilà, les retraités je parle, hein, parce qu'avec une retraite vous pouvez largement aller en Thaïlande, au Cambodge. Alors d'après ce que j'ai compris, en Thaïlande il faut payer une caution plusieurs dizaines de milliers d'euros, au cas où vous feriez le con, et là ils vous éjectent et ils gardent l'argent. Et puis c'est relativement cher parce qu'ils attendent les gars quand même. Hein. Et sinon, vous pouvez très bien, sans acheter une maison là-bas, d'après ce que j'ai compris, aller à l'hôtel pour 10 € par jour ou 5 € par jour, blanchi, nourri, voilà, pour rien du tout, quoi. Genre, Cambodge, c'est encore moins cher, quoi, comme je dis. Et beaucoup de gens que j'ai connus là, qui avaient des maisons, qui ont vendu leur maison pour pouvoir s'installer là-bas, quoi. Ils sont partis comme beaucoup, hein. Ils vont là-bas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, sur un coup de grisou, quoi. Tu vois, hein. Et puis après, ils restent parce qu'ils sont aperçus qu'ils vont payer 2 € par jour un hôtel. Et puis en Thaïlande, c'est un peu plus cher, etc., etc. En Thaïlande, vous avez un prix, par exemple. Vous allez payer 50 centimes d'euros pour visiter un temple, si vous êtes asiatique, et si vous êtes blanc, vous allez payer 20 €. Ce qui est normal, tout à fait normal, attention. Hein. Mais bon, là-bas, il n'y a pas des gens qui vont vous dire au racisme anti-blanc ou quoi que ce soit. En France non plus, hein, puisqu'il paraît que le racisme anti-blanc n'existe pas. Ouh, et oui, ça c'est... Il faudrait simplement avoir les yeux dans le trou du cul pour pas le savoir, ça. Faut pas voir qu'il existe bien sûr des racismes anti-blancs. De toute façon, le côté satanique de tout ce qui se passe en ce moment, la base c'est l'inversion des valeurs. Donc voilà, ce qui est normal paraît tout à fait anormal, ce qui est bien paraît mauvais. D'ailleurs, j'ai rien contre ces personnages dont je vais vous parler, mais c'était une interview de, je crois que c'est aux Grosses Têtes, et il y avait... je crois que c'est pas Team Seat, c'est enfin un gars de, on va dire, de sa tribu, j'allais dire, je vais pas être méchant, mais un acteur que j'aime bien, hein, mais dont j'ai perdu le nom, Boujna, voilà, je crois que c'est Boujna, Boujna ou Team Seat, ou je sais pas. Et quelqu'un, donc Ruquier lui demandait, ah vous avez des enfants, oui, 2 enfants, avant. Et il lui dit de plusieurs mariages, et lui dit non. Et Ruquier répond, ah bon? Et il a l'air complètement étonné, quoi. Ah bon, mais comment ça se fait? Ah, c'est plus normal maintenant d'être un couple, avoir des enfants et rester tranquille
dans sa tribu, tranquille, voilà, sans chercher la merde. C'est plus commun. J'avais remarqué il y a longtemps, hein, c'est pas nouveau. Je vous ai dit, les transformations des années 80, je les ai connues, hein, quoi. Et comme je fais partie de ces gens qui fumaient pas de joint, les rares gens qui fumaient pas de joint, qui sniffaient pas de la colle, etc., dans les années 80, ou l'eau écarlate, donc j'ai vécu, j'ai vu, j'ai bien compris, hein. J'étais là dans les cités HLM, et puis j'observais, quoi. C'était les années où je faisais jusqu'à 3 fois 1h30 de méditation par jour, hein. C'est clair que l'hiver, je voyais pas beaucoup le jour, hein. Mais voilà, donc j'observais, c'est le principe, la méditation, c'est simplement observer, hein. On observe sans juger, on observe comme ça, tout simplement. Et effectivement, j'ai vu cette transformation de la société qui est devenue un petit peu n'importe quoi, avec les inversions de valeurs. Et bien sûr, ça a passé par le showbiz, les modes, les SOS Racisme et compagnie. J'ai été vice-président de SOS Racisme, hein, dans ma région, donc je connais bien le sujet. J'ai défendu des cas bien précis, et quand je demandais à Feu Dessila pour qui je faisais la sécurité quand il venait à Saintes, qui est parti au Parlement européen, parce que c'est un tremplin aussi ces associations sont des tremplins pour entrer en politique, hein. J'ai des copains qui sont communistes, socialistes maintenant, hein. Et donc Fodé, quand je lui ai demandé mais comment faire pour lutter contre le racisme, moi j'étais un militant logique, simple, et voilà, quoi. Et Fodé a dit le métissage. C'est-à-dire pour lui la seule façon de lutter contre le racisme, c'était le métissage. On était en plein plan Kalergi quand même, hein. Faut le savoir, hein. Donc ces métissages forcés, quand je dis forcé, on me dit ah ouais mais c'est que de l'amour. Forcé, ça veut dire qu'on vous fout ça dans la tête, quoi. On casse la nation d'abord, on casse la patrie, on parle plus de patrie mais de république, donc ce n'est plus le pays de vos pères, hein. C'est plus votre territoire, hein. Vous vivez en HLM, vous n'êtes plus dans la ferme, vous n'êtes plus là où vous avez vous êtes né, vous n'êtes pas là où votre grand-mère a accouché, non, vous êtes dans un truc en location qui appartient à la société de la ville, hein, la société HLM de la ville, hein, ou à des particuliers aussi, hein, des particuliers qui achètent des appartements, hein. Donc moi ce qui m'ennuie, c'est un petit peu le côté faux cul, quoi. Justement, moi je connaissais des militants communistes sur Saintes qui avaient 2-3 maisons, qui achetaient des appartements, qui louaient des appartements, bien sûr à des gens, des SDF ou des gens qui étaient dans le besoin, mais c'était quand même les APL qui payaient, quoi. C'était quand même un placement d'argent, vous voyez, ça me choquait, ça m'a beaucoup choqué. Je suis quelqu'un qui a souvent été choqué, tout simplement parce que j'aime la vérité, j'aime les choses quand elles sont bien, quand elles sont belles. Vous savez, le plus grand, plus haut, plus fort, plus loin, plus rapide, hein, l'idéal olympique, hein, de Coubertin, quoi. Je fais partie de cette génération, mais comme je dis, voilà, je vais avoir 62 balais là, et j'ai toute ma tête, et pour les gens de ma génération qui ont encore leur tête, c'est une catastrophe. Ce qui arrive en ce moment est une catastrophe. Je ne vous parle pas de l'Eurovision, c'est une catastrophe. Mais bon, l'Eurovision l'année avant, et même l'année avant, voilà, c'est pas une surprise non plus, parce que c'est l'inversion des valeurs. C'est ça, quand on parle de satanisme, Satan c'est le diable, donc celui qui divise, et les adorateurs de Satan, voilà. Il y a des gens qui inversent les valeurs, avec des tas de cérémonies, des tas de... Hein, donc, tous ceux qui portent des tabliers, qui font des cérémonies, ou bien dans leur loge avec des cagoules, qui font des saloperies avec les mômes avant de les tuer, ça existe, hein, croyez-moi. Hein. Et d'ailleurs, il y avait celle qui dirigeait le FMI là, pendant une conférence, qui disait... Voilà, elle parlait du chiffre 7, elle disait oui, vous comprenez, d'ailleurs il faudra faire je sais pas trop quoi, le 7, et bon nombre d'entre vous ici savent ce que ce chiffre veut dire. Ça veut dire que la nana, elle était à la tête du FMI, elle était entourée de milliardaires qui dirigent la planète, hein, des décideurs,
et à parler comme ça tranquillement de numérologie, quoi. De trucs de teufeurs, de babacool, de fumeurs de ouinge, des gens qui font des trucs avec des pierres, avec des cristaux. Ils parlent de numérologie, quoi. Avec des décideurs. Ça veut dire que ces gens-là, vous dites, ils sont sérieux, ils ont fait l'ENA, ils ont fait HEC, ils ont fait des études supérieures, et ils ont le bac plus 17. C'est vraiment une des pointures, quoi. Et les mecs, le matin, ils se lèvent, ils brûlent de l'encens, puis ils font de la numérologie, puis ils placent des cristaux dans leur maison. Et c'est des trucs de teufeurs, ça, c'est des trucs de mecs qui parlent de feng shui. Attention, c'est ma génération et c'est ma culture, hein. Donc je vais pas pleurer là-dessus, mais on s'attend pas à ça, quoi. On s'attend pas. C'est-à-dire que nous, quand on veut faire, par exemple, un feng shui dans une maison, effectivement, on va travailler sur la numérologie, sur les pierres, sur l'encens, sur l'eau, le sel et ce qu'on veut. On le fait pour le bien. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Alors que quand ils font de la numérologie, c'est pour dire, tiens, on va faire un attentat le 11, le 9, vous voyez, parce que c'est bien, quoi, parce que le chiffre est bon. Ou on va faire un attentat le 6 quelque chose, ouais, parce que les chiffres sont positifs pour ça. C'est-à-dire que les gens qui vont vous déclarer des guerres, je sais pas moi, le 6 juin, voilà, à 6h66, quoi, des trucs comme ça, quoi. 66, ouais, connerie, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. C'est imparable, quoi, je veux dire. On tombe sur des fous, quoi. Vous pensez que ce sont des gens qui sont bien dans leur tête, qui sont stables, qui pour eux, toutes ces conneries-là, ils veulent pas en entendre parler, c'est des trucs de baba. Non, non, c'est des gens qui sont dans des cérémonies avec des cagoules, qui se déguisent, là, qui font leur cosplay, et qui manipulent des millions de gens, quoi, et qui n'ont aucun scrupule à engendrer des millions de cadavres pour faire des bénéfices, hein. Je sais pas si vous avez vu, moi j'avais vu un épisode de Gomorrah, je crois, il me semble, que c'est ce film-là, où il y a une femme qui descend de Paris qui présente une grande marque. Alors une grande marque, ça peut être Dior ou ça peut être un truc comme ça, hein, et qui fait une sorte d'enchère à l'envers. C'est-à-dire il y a tous les gens qui font des tissus, je crois que c'est en Turquie ou je sais pas quoi, qui ont des ateliers, hein, de confection comme ça, pour faire de la marque. Et ça se passe par du genre, voilà, je veux 10 000 pièces comme ça, vous me le faites à combien? Alors il y a les gens qui disent, bah moi je vous le fais à 4 euros, je vous le fais à 2 euros, des trucs qui seront vendus 500 euros. Hein. Et puis il y en a un qui dit, moi je vous le fais à 2 euros ou 1,50 €, un truc comme ça. Et c'est lui qui emporte les enchères, qui emporte le marché. Ça veut dire qu'il va faire travailler des gosses, parce que c'est le principe, c'est la mafia, qui vont faire travailler des gosses comme ça, qui ont été enlevés ou à la naissance, ou dans les écoles ou dans la rue, et qui font travailler dans les ateliers de confection, quoi. Voilà. Et vous avez la directrice de marketing qui est là, qui arrive en jet privé et qui fait son marché à l'envers comme ça pour rentabiliser au maximum les marges, quoi. Mais pour avoir des dividendes, pour payer des commissions aux actionnaires, des vacances à Ibiza, en Thaïlande, à Phuket, là, pour se taper des mômes. Voilà, vous voyez, donc moi ça me déglingue et je conçois que beaucoup de gens, il y en a pas mal qui m'écrivent, qui ont 65 ans, qui ont 59 ans, voilà, et qui me disent ouais, je suis d'accord avec toi, quoi. Donc ça fait plaisir. Que les gens qui ont 25, 30 ans, qui sont nés avec un écran à la main, confondent tout, ça je le conçois. Hein, j'ai discuté pendant un petit moment là avec quelqu'un qui doit être plus jeune que moi et qui trouve bien qu'on fasse des stages d'arts martiaux. Ça s'appelle arts martiaux et cinéma. Et moi je lui dis, mais tu t'imagines, c'est vachement grave, quoi, que des gens aillent dans des trucs qui s'appellent arts martiaux et cinéma, qui sont faits par quelqu'un que j'aime bien, hein. Au demeurant, ce gars-là, j'ai rien contre lui, il fait des bons trucs, c'est un gars c'est un cascadeur et qui fait des mises en scène de combat, hein, qui s'occupe de la gestion, on appelle ça action director en anglais, et il est payé pour ça, c'est très bien. Maintenant qu'ils viennent faire des stages
on peut pas dire self-défense, je sais pas qu'est-ce qu'il fait comme ça, il appelle ça arts martiaux cinéma. Le gars, il a pas de licence TAPS, entraîneur sportif, je pense, attention, hein, je peux me tromper, il a pas de BPGEPS, c'est pas un sensei, c'est pas un type qui a appris les arts martiaux auprès des maîtres comme je fais là au Japon ou en Russie ou ailleurs, c'est un cascadeur, quoi, je veux dire. Mais que les gens remplissent ces stages, tant mieux pour lui, alors que déjà il n'a pas le droit d'enseigner les APS, les activités physiques et sportives, l'art martial étant une activité physique et sportive chez nous en France, puisque c'est du sport. Sinon ce serait réservé aux militaires, ce serait effectivement un art militaire, hein, comme le tir, comme ce qu'on veut, le combat au corps à corps, c'est une activité militaire. Et ce gars qui fait de très bons films, de mieux en mieux, hein. Au début j'ai pas aimé, il avait fait un groupe qui s'appelait Ninja Force et qui était il faisait des trucs en cagoule, il jonglait avec son sabre qu'il avait fait. J'avais pas trop apprécié à l'époque, dans les années 80-90. Ben voilà, parce que pour moi c'était sérieux, quoi, le ninjutsu. Et ninja c'était sérieux, quoi. Je savais pas que c'était réservé aux enfants au Japon. Et je trouve ça bizarre et vraiment grave que des gens, par cinquantaines ou centaines, vont dans des stages comme ça. Ça veut dire qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'art martial. Ça veut dire qu'ils font venir un cascadeur qui leur fait faire des techniques de cinéma. Et donc on ne peut pas dire, ouais, c'est de la connerie, c'est du cinéma. Là, c'est carrément annoncé, hein, c'est du cinéma. Et ça veut dire pour moi que les gens qui font leurs cours, entre guillemets arts martiaux, parce que je sais très bien ceux qui font ça, hein. Ça veut dire que leur sensei, leur entraîneur, habituellement, donc leur attribué, donc, font déjà des trucs de cinéma dans leurs cours, quoi. Donc ils font déjà du cinéma, c'est-à-dire ils font du pipeau, quoi. C'est ce que ça veut dire, hein. Donc je dénonce aussi ça en disant l'art martial, déjà c'est réservé aux militaires. L'art martial au Japon, c'est l'art des forces spéciales au Japon. Avant Napoléon III, c'était les samouraïs. Après, ça a été des soldats avec un service militaire, une formation militaire, etc. Qui devait durer 3 à 5 ans, je crois d'ailleurs. Et maintenant, on trouve des gens qui font des trucs de cinéma, des trucs de cascade de cinéma, et qui appellent ça art martial. Art martial cinéma, bien sûr, intitulé là. Donc c'est annoncé déjà que c'est du cinéma d'arts martiaux. Moi j'aurais appelé ça action, quoi. Cascade, action, un truc comme ça aurait été aussi bien vendeur. Pourquoi mettre art martial? Je comprends pas, parce que c'est un mensonge pour moi tout ça. C'est bluffé, quoi. C'est trompé, ça a trompé sur la marchandise, mais bon, c'est parce que je suis historien, quelque part. Mon truc, c'est de chercher l'histoire Et c'est parce que je cherche l'histoire que je critique les gens qui connaissent rien du tout. Comme je vous ai dit, le type il marche sur des jeux vidéo, pour lui l'art martial c'est ce qu'il voit dans les cinémas et dans les jeux vidéo. Donc forcément on va pas être d'accord, quoi. Mais ce sont ces gens-là qui pensent que les arts martiaux c'est ce qu'ils voient dans leurs jeux vidéo. Et au cinéma, ils vont dans ces stages-là. Donc ça veut déjà dire que leurs profs, à eux, à ces gens qui y vont, c'est déjà quelqu'un qui fait du cinéma, quoi. Qui fait le coq, comme j'en ai déjà parlé, vous savez, le mâle alpha là, pour plaire aux nanas, quoi. Je plains leurs femmes quand même. Voilà, donc c'est... le but d'un sensei, c'est d'être un modèle, c'est pas de vouloir plaire aux femmes des élèves, hein. C'est pas de faire le cake, hein. C'est pas de faire son show, de faire son spectacle, c'est d'être un modèle. Donc déjà un sensei, ça boit pas, ça fume pas, ça fait attention à ce qu'il mange, ça fait pas 10 ans plus que son âge dévasté par l'alcool. Voilà, ça prend pas des anabos, ça prend pas des pilules pour faire du muscle. Ça triche pas, quoi. Ça se tatoue pas des dragons sur le corps pour impressionner les filles, quoi, et les mecs. Ça, c'est des signes de manque de confiance en soi. C'est désolant que depuis Bruce Lee, les arts martiaux en France, il n'y a plus rien. D'ailleurs, avant Bruce Lee, on ne parlait pas d'arts martiaux sur les dictionnaires, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est arrivé bien plus tard.
Voilà. Donc, bonjour. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et on va continuer à discuter ensemble. Hein, donc, n'hésitez pas à faire des messages, si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est la vérité. Franchement, on a marre de ces gens qui veulent tout de suite ou qui veulent pousser les gens au meurtre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent vous ne changerez rien tant que vous n'aurez pas tué Macron. Quoi. Et ça c'est un truc. Je me demande si ces gens-là sont pas payés par quelques manipulateurs. Je sais pas comment on pourrait dire, mais je crois qu'on s'est compris. Pour faire accélérer la guerre civile. Quoi. Voilà, je pense qu'il y a des armées qui sont prêtes à débarquer là. Donc s'il y a des 135 djihadistes en France, des armées européennes qui sont prêtes à débarquer, je veux dire le pauvre peuple français, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez que la France elle a 3 jours à peu près de réserve de nourriture. Donc une fois qu'on aura ravagé les supermarchés et piller les jardins, il ne restera plus grand chose. Hein. Donc il faut garer à votre cul. Hein, les culturistes là, qui mettez vos photos de barbac là, sur internet, hein, les gens risquent de casser votre porte en pleine nuit et de vous bouffer. Hein. Moi ça va. Hein. J'ai plus rien sur les os là. Ah, et puis j'étais malade, hein, faut pas me bouffer, hein, c'est pas. Voilà donc je vous souhaite une très bonne soirée. Et j'espère que je vais recommencer à pouvoir aller à la mer, me baigner là, tant qu'il fait encore bien froid là, dans l'eau à 3-4 degrés là, je crois que ça va être intéressant. Pour renforcer le système immunitaire, hein. Voilà, parce que ce qui nous tue pas nous renforce, et puis et j'ai toujours fait ça, j'ai des photos de moi là, en 84-85, courant en short, pieds nus dans la neige. Voilà, donc... J'ai toujours travaillé sur ma respiration, toujours travaillé sur le froid, sur l'alimentation, sur le jeûne. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil et on vous sort des méthodes comme ça tous les 10 ans en disant que c'est nouveau. Ouais, donc je vais effectivement donc publier très bientôt, là, peut-être dans un mois, mon mémoire sur les arts martiaux et la psychothérapie. Et après... je vous mettrai certainement des e-books avec l'essentiel de ma méthode que j'utilise depuis longtemps et d'ailleurs que j'ai dû me faire piller je ne sais combien de fois par des types qui vendent ça 80-100 euros la méthode, hein, ou 800 euros, je ne sais plus combien ils vendent, ou 400 euros, je sais pas. Des trucs qu'ils ont dû me piller gratuitement sur internet en se faisant passer pour quelqu'un d'autre avec un pseudo et en me demandant des conseils. Il y en a qui font ça, hein. Ils me demandent des conseils et puis... je leur dis, ben non, il faut manger comme ça, il faut faire ça, puis hop, après, machin, hop, ma méthode exceptionnelle, pour la première fois, inédite, 400 euros. Voilà, d'ailleurs, il se remet à pleuvoir, donc je vais vous souhaiter, pour la 5e fois au moins, une très bonne soirée. Et puis bon, merci beaucoup, hein, c'est grâce à vous que je me promène comme ça, que je découvre des lieux, et puis je cherche aussi des lieux aussi comme ça, pour faire mon stage du mois d'avril. Hein. Ça va me permettre de dire aux gens, on va pas demander le dojo à la ville, s'il flotte, on s'en fout, on ira dans les bois, sous les feuillages, et puis on s'entraînera dehors, parce que franchement, l'art martial sur des tapis plastiques enfermés entre 4 murs, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'art martial historique. Hein. Voilà. Et puis d'ailleurs en parlant d'art martial historique, je ne sais plus comment on dit, big up, une grande félicitation à tous ceux qui depuis quelques années découvrent ou se mettent à travailler sur les arts martiaux historiques. Moi j'ai commencé en 2000 à peu près, 99 même, à travailler avec les Gaulois, les Gallo-Romains, et les gladiateurs de Brice de l'époque, hein. Donc c'était tout frais à l'époque. Hein. Et voilà, c'est une grande passion, les arts martiaux de chez nous, les arts martiaux. Mais maintenant, vous avez bien vu que le gouvernement ne veut plus faire de chez nous, ils veulent plus qu'on défende. Et c'est souvent dans ces groupes, il y a souvent des gens qui sont pour l'Europe blanche, qui militent pour les croisés, des choses comme ça, et c'est très mal vu. Moi, quand j'ai fait mon groupe gaulois, on m'a tout de suite demandé si j'étais extrême droite. Voilà.
Donc ça a été chaud parce qu'on peut rien faire de sincère sans se faire taxer de politique, parce que tout est politique. J'étais trop à gauche pour les extrêmes droites, j'étais trop à droite pour l'extrême gauche. Les centristes, ils m'ont jamais approché. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas d'aide. Hein. Si j'étais encarté ou fiché comme étant non pas un électron libre tout seul dans son slip, mais quelqu'un faisant partie d'un parti politique, je vous garantis que j'aurais obtenu beaucoup plus de choses. Hein. De toute façon, plus que zéro, c'est beaucoup. Ça veut dire, vous voyez, c'est déjà ça, quoi, je veux dire. Voilà, donc je suis rentré dans mon quartier HLM. Je me dirige vers ma cage à lapin, mon clapier, comme on dit. Et voilà, ça fait 50 ans que je suis dans ces clapiers, et un petit peu plus même. Hein, ah ouais, ça va faire un peu plus, après, non, 50 ans. Non. Avant, j'étais dans une forge, j'ai été élevé dans une forge. Et c'était très bien aussi, hein. C'était très bien. Je traversais la route, là, qui était grande comme le chemin, là, et j'allais voir les paysans qui coupaient avec leur faux les blés, la paille, quoi. Hein. Après, j'allais les aider avec une petite fourche à faire des meules. On mettait les meules après dans des charrettes tirées à bras. C'était tiré par des bœufs, je crois, à l'époque, ou des chevaux. Et puis on mettait ça dans les greniers. Voilà, je les ai vus. Voilà. J'ai fait les vendanges. Je me souviens, j'ai des photos de moi avec un tout petit panier de vendanges de 5 ans jusqu'à à peu près 30 ans. Voilà, donc j'ai toujours... J'ai connu ça, et c'était quand même au siècle dernier, on est d'accord, mais voilà, c'est pas en 14, quoi, je veux dire, avant que les machines à vendanger arrivent, hein. C'était pas en 1914. Voilà, j'espère que c'est pas trop long, c'est même ma petite balade, hein, tranquille, en revenant de faire les courses. Voilà, et je vous souhaite le meilleur à vous toutes et à vous tous. Allez, à bientôt.